Coucou YouTube, nouvelle journée, nouvelle vidéo, toujours au Mexique, dans le Yucatan à Valladolid. Il y a du vent aujourd'hui, il fait pas très beau, il a plu aussi ce matin. Donc on va se balader dans le centre et puis on va faire au mieux pour découvrir un peu Valladolid. Allez, commençons par quelque chose de réjouissant par ce temps désagréable. Choco Story, if it's open. Bon, comme d'hab, je suis toute seule sur un des trucs les plus touristiques de Valladolid. Il y a une petite ambiance. Je viens de regarder Apocalypto, alors je suis dans une ambiance particulière. Allez, on va aller explorer. Il y en a pour au moins 45 minutes. Mot maya qui décrivait cette boisson choco, qui signifie chaud, et a, qui signifie eau. Choco, a, l'eau chaude. Grâce à ses qualités gustatives, sa contribution énergétique et sa relation directe au dieu, le chocolat était apprécié tant par le chasseur qui revenait d'une dure journée de travail que par l'aîné en méditation. Dans la civilisation maya, le cacao avait aussi un usage pharmaceutique. La pâte était bouillie dans de l'eau sans épices et réservée. Après refroidissement complet, la graisse flottait à la surface. Elle était ensuite collectée et appliquée directement sur la peau pour guérir les blessures ou soulager les problèmes de peau. Le beurre de cacao était également mélangé à de l'anatomie nue et utilisé comme maquillage. On disait qu'au départ, le chocolat s'était réservé à l'élite et puis au fur et à mesure, ça s'est plus répandu à toutes les classes et chacun a réussi à faire sa mixture pour notamment que ce soit moins amer et consommable. On est dans le fait noir, ça me fait pas flipper du tout. J'aurais jamais dû regarder Apocalypto. Ah bah là, si vous avez vu Apocalypto, on y est full là, avec les corps. L'offrande principale à faire aux dieux était la vie humaine, qui était une rétribution exigée par ceux-ci qui avaient créé le monde et en assuraient l'existence. Dans le Popol Vuh, on raconte comment les dieux ont exigé des hommes l'offrande de cœur en paiement pour avoir reçu le don du feu. Pour les Mayas, le sacrifice humain était pratiqué depuis des temps anciens et consistait généralement à extraire le cœur des guerriers prisonniers ou des enfants lorsque le rite était dédié à chaque, le dieu de la pluie. En ce qui concerne les guerriers, il était courant de recueillir leur sang et de le mélanger avec une boisson au chocolat. On croyait donc qu'en buvant ce breuvage, on prenait la force et la connaissance du sacrifice. Le sacrifice a également été pratiqué après le jeu de balle, et dans le nord du Yucatan, les victimes étaient jetées et noyées dans des cénotes sacrées. Vous vous souvenez du Chakmoul hier, Chak, le dieu à qui il faisait les offrandes. Ah, est-ce qu'il y a autre chose qui va s'allumer? C'est flippant, je suis pas hyper à l'aise, j'aurais bien aimé être toute seule. Donc si vous avez vu Apocalypto, c'est ça. Et comme on a vu Chichen Itza hier, là où il y avait le temple des guerriers, donc ils mettaient, vous vous souvenez, ils mettaient les gens sur le dos comme ça, peut-être même ils leur cassaient le dos pour pouvoir prendre le cœur qui battait encore et le déposer en offrande au dieu. Et dès qu'il s'arrêtait de battre, c'est que le dieu, hop, avait pris la vie et que le cycle pouvait continuer. Donc beaucoup d'offrandes humaines, mais mélanger un petit peu de chocolat, ça passe. Voit l'offrande du cœur humain au dieu. Avec la gave bleue, avec les petites pointes, il s'en servait aussi pour faire les piercings. Très important les piercings. Un prisonnier qui va être sacrifié. Et l'obsidienne, toujours très importante pour la découpe de la chair. Guerrier cacao. Comme une monnaie d'échange contre des tomates, des Le œufs. commerce était une activité fondamentale dans l'économie et l'organisation politique des Mayas. La diversité écologique de la région a favorisé l'émergence d'un vaste réseau commercial qui a permis l'échange de toutes sortes de produits, allant de la nourriture aux matériaux et objets nécessaires à la vie. Je ne sais pas si vous vous souvenez hier, cette forme de crâne là, c'est parce que des bébés, ils avaient cette espèce de machine, ils mettaient le crâne du bébé entre des palettes pour avoir la tête la plus longue possible et ainsi on pouvait faire partie de l'élite et non plus de la basse, des classes plus basses. Allez, on continue. Christophe Colomb a été le premier à trouver le sol
Toutefois, les archives archéologiques nous apprennent que les civilisations d'autres continents ont commercé avec les cultures américaines. Pour son système d'organisation sociale, sa culture, son commerce et son expansion territoriale, l'Empire aztèque était l'une des civilisations précolombiennes les plus complexes et les plus respectées. La première rencontre du conquistador Hernán Cortés avec les Tlatoani Moctezuma est datée du 8 novembre 1519. Jaguar rojo. Oh punaise. Oh, j'ai les chocottes, je sais pas pourquoi. Chacmoul, c'est la traduction, hein. On se souvient de Chacmoul. Hein. Ok, on se souvient de Chacmoul, poussé. Et ouais. Je vais laisser ouvert si vous voulez bien. Oh, ça me fait flipper, à ce j'aime pas. Ça y est, là je suis mal à l'aise pour de vrai. Ah, pitié, il y a du vent. Ok. Donc voilà, le jaguar rouge. J'imagine que c'est une copie de ce qu'on a retrouvé. Pour les offrandes, et lui aussi. À l'époque préhispanique, les pyramides étaient construites pour se rapprocher des dieux, faire des sacrifices et des offrandes. À l'intérieur du castillo de Chichen Itza, on découvrit un jaguar rouge incrusté de jade et une culture de chacun, probablement utilisée comme table offrande ou comme trône. Situé au centre de la pyramide, son accès est aujourd'hui interdit au public. Certaines pyramides auraient également été construites comme une tombe pour les rois mourants, et ainsi commençaient leur voyage vers le monde souterrain, ce qui, selon la mythologie, était lié à la naissance du dieu du maïs dans les profondeurs de la terre, où il parvint à vaincre les dieux de la mort, après quoi il renaissait en tombe. Cela explique pourquoi un masque de jadéite a été placé sur le visage du défunt, le fait de préserver les caractéristiques du monde. Dans presque toutes les tombes royales, on trouve des plats, des bijoux, des objets de la vie quotidienne et des pots en argile pour en souvenir de la crème au bout, confirmant l'utilisation du chocolat par le moment. En effet, sur le continent américain, cette substance est vendue du cacao. L'analyse des restes de certains dirigeants a montré qu'ils vivaient généralement entre 55 et 60 ans, ce qui est significatif car les fondamentaux de Maya ordinaire. Ça, on en a vu même en Équateur pour secouer pour faire du chocolat. C'est les recherches qu'ils ont faites autour de Chichen Itza. Bon, ça ira pour moi. Merci pour votre accueil et Chacmoul. Je vous prie de me laisser déjà de ne pas me regarder comme ça, c'est pas super sympa, j'ai rien demandé. Je ferme la porte, j'y vais. Merci de ne pas me suivre, restez où vous êtes. Merci. Mal à l'aise, j'aime pas. J'aime pas les Chacmoul. Je suis désolée les Chacmoul. Pas ma cup of tea. Au niveau mondial, la culture du cacao est toujours dominée par les petits producteurs qui sèment 1 à 4 hectares de cacao. La récolte des cabosses est totalement manuelle. Le jour même, la cabosse est ouverte et les fèves déposées dans une pièce en bois pour la fermentation. Le processus de fermentation est essentiel pour le développement du arôme. Une fois la caisse remplie, le cacao est recouvert de feuilles de bananier et de sacs de jute. Les 2 premiers jours commence la fermentation alcoolique. Les sucres de la pulpe qui entourent la fève sont transformés en alcool. Après le 2e jour, le cacao est mélangé toutes les 24 heures pour stimuler la fermentation acétique. La chaleur à l'intérieur de la boîte peut alors monter à plus de 50 degrés. Au total, le cacao sera fermenté de 6 à 8 jours selon sa variété. La prochaine étape est le séchage. Le grain doit être sec pour arrêter la fermentation et permettre sa conservation en entrepôt. La meilleure technique consiste à le sécher directement au soleil sur des lits en bois pendant environ 10 jours, au cours desquels le cacao sera mélangé toutes les 2 heures. À la fin du processus de séchage, le cacao doit contenir moins de 8% d'humidité afin d'être mis dans des sacs de jute de 60 kg.
C'est bon, quand ça s'éteint, c'est qu'il faut partir. Oh, the fuck. Oh, dites, vous faites mal à la tête. Ah, j'aime pas. Alors, ici, que pas ça? Ah, il y a les différents cacaos. Donc ça y est, on est des pros, hein. Criollo en Colombie, celui-là en Équateur. Et après, en fait, je sais pas. Je sais même pas ce qu'ils plantent ici, hein. Alors, voyons voir sur la carte. Mexique. Ça viendrait d'Équateur et de Colombie. Alors, comment le cacao va dans le monde entier, depuis l'Afrique, l'Amérique du Sud. Oh, c'est intéressant la route du cacao. Le Trinitario, on le connaît celui-là. Les autres, non, pas moi. Ricara. Ah, ils peuvent les graver et les peindre. Et cette musique, c'est parce que nous sommes accompagnés de bonnes sœurs dans le fait noir pour l'instant. Et ici, on a quoi? Tassa Espagnola. On écoute les bonnes sœurs. Bien établis au Mexique, les Espagnols commencent leur processus d'évangélisation. Au Yucatan, de nombreux couvents sont construits sur d'anciennes fondations mayas. Au centre du pays, la ville de Puebla se développe rapidement, car il s'agit d'un passage obligé du port de Veracruz à la ville de Tenochtitlan. Au sein de leurs nombreux couvents, les religieuses cohabitent avec des femmes autochtones chargées des tâches domestiques. De ces rencontres est né le mole poblano, probablement le plat le plus célèbre au monde à base de chocolat. Push the button. Purée, qu'est-ce qu'on fait pas? Seigneur. Oh Seigneur, c'est tout noir. Qui s'allume en premier? Ah, c'est monsieur. Oui. Au XVIe et XVIIe siècle, boire du chocolat était très à la mode dans les cours royales européennes. Ah, non, c'est là. Dans le monde entier, les hautes classes sociales suivent la tendance. Différents objets ont été inventés pour la consommation du chocolat. Les mélangeurs ont été perfectionnés et les tasses ont été modifiées. Par exemple, en France, les trembleuses ont été créées. Ce sont des tasses permettant de boire son chocolat malgré les mouvements imprévisibles des calèches. Dans les rues du Yucatan, il n'était pas rare de voir une jeune fille déguster son chocolat chaud en public, tandis que la population maya continuait à le consommer chez eux. Vraiment les gars, quand vous éteignez tout, c'est terrible. Alors, service à chocolat, je regardais si c'était des trembleuses, mais non. Par contre, vous pouvez faire trembler des gens. C'est pas impossible. Heureusement qu'il y a un cheval. Yes, le tic-tac, on adore. Mais j'ai l'impression que je suis dans un épisode de Saw et qu'il faut s'en sortir là. Je sais pas pourquoi ça me fait flipper. C'est à cause du Chakmoul tout à l'heure, je pense. Et du noir total, peut-être le noir total. Lorsque le chocolat aztèque a été goûté pour la première fois par la cour espagnole en 1527, il n'a pas du tout été apprécié. Le premier ingrédient ajouté a donc été le sucre. La culture de la canne à sucre s'établit dans la Nouvelle-Espagne. La canne a été importée de Chine et de nombreux esclaves africains sont arrivés sur les côtes du golfe du Mexique pour travailler dans les plantations et enrichir la culture des Caraïbes. Après la récolte, la canne est pressée dans un moulin à sucre. Le jus est cuit, filtré, moulé, puis cristallisé pour créer le piloncillo, le sucre traditionnel au Mexique que l'on peut trouver encore aujourd'hui sur les marchés. C'est des moules à piloncillo. Ok. Ah, le bruit c'est pour imiter quand on coupe la canne. Je viens de comprendre, très agréable.
hache et pince à sucre. Besoin de hache et de pince à sucre. On est sûr? Oui, là, il y a... Oh, madame. La pilière, là. Au XVIIIe et XIXe siècle, la consommation de chocolat se démocratise et l'invention de Valentin en 1828 change radicalement la façon de consommer le chocolat. En inventant le pressoir à cacao, le Hollandais était alors en mesure de séparer le beurre de cacao, poudre avec lequel les industriels commencèrent à produire des barres de chocolat. Après plus de 3 000 ans de consommation de chocolat, on pouvait enfin le manger. Ah, ouais. Le chocolat et les tasses continuent d'évoluer. La tasse moustache, par exemple, permettait aux hommes de ne pas se tacher leur moustache avec cette délicieuse boisson chocolatée. Tasse moustache. Mais je rêve. Ah, j'adore la tasse moustache. Alors, qui connaissait ça? Tasse moustache. Ah bah, j'ai vraiment appris quelque chose. J'adore. Conchage. Ce procédé peut durer de 6 Pour enlever les arômes acides. en fonction des critères du maître chocolatier. Entre 6 et 20 heures de conchage. Le chocolat est envoyé dans la zone de produit fini pour lui donner une forme. Ah, la boutique est sympa. Je suis tombée sur un livre super intéressant avec le pitaya. C'est les plantes mayas. Enfin, comment ils s'en servaient traditionnellement pour que ce soit pour manger ou pour l'art. C'est une institution, hein. Colombie, Équateur, je sais pas, mais Colombie est ici. Tamales, c'est à goûter une fois. Très sympa. Bon, fin de la Choco Story. L'entrée coûte 10 €, il me semble quand même. Mais c'est super bien expliqué. Si on n'a jamais fait, qu'on ne sait pas du tout comment ça se passe, c'est très bien expliqué. Si on l'a déjà fait ailleurs, bon, ça apporte toujours des petites choses en plus. Surtout que là, c'était vraiment plus axé sur les Mayas, donc c'était quand même intéressant. Et il fait toujours aussi beau. Je vais me rendre ailleurs pour une autre visite. Et puis voilà, on continue sur cette petite musique d'ambiance finalement. Juste ne regardez pas le film Apocalypto de Mel Gibson avant de faire le tour. Et même Chichén Itzá, allez-y après. Faites-le à Choco Story en prums. Comme ça, il n'y a pas trop d'angoisse de table, de tchakmoul et compagnie.